Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est imminent, attendu jeudi prochain. Après 10 ans d'absence, l'ancien président rentre dans un pays où ses partisans n'ont cessé de le réclamer. Depuis son départ, il y a 10 ans, il y a quelques semaines, certains de ses plus proches collaborateurs, ayant aussi pris le chemin de l'exil, étaient déjà rentrés en Côte d'Ivoire, comme pour préparer le terrain afin qu'il rentre par la suite. Et puisque l'occasion risque d'être particulière, les autorités actuelles, le chef de l'État Alassane Ouattara en tête, prennent visiblement la mesure de l'attente générée. Selon son parti, le Front populaire ivoirien, il sera accueilli au pavillon présidentiel à l'aéroport d'Abidjan. Assoa Adou salue un message fort et remercie solennellement le président Alassane Ouattara pour ce geste en faveur de la réconciliation nationale. Côte d'Ivoire, retour imminent de Laurent Gbagbo. Pour quelle place sur l'échiquier de la réconciliation? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Madeleine Kondo, bonjour. Bonjour Monsieur Johannes et à tout le monde de la régie et tous ceux qui nous suivent ce matin. Voilà, vous êtes panafricaniste, présidente fondatrice de l'ONG AUHR, African Union for Human Rights. Madeleine Kondo, ma première question est pour vous. Laurent Gbagbo, de retour au pays, maintenant, on peut le dire, c'est effectif, 10 ans après son départ. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Cela représente la plus grande partie même de la résolution de la crise ivoirienne. Parce que tout le monde est unanime que le président Laurent Gbagbo, en tant qu'être humain, en tant que politicien, en tant que père et en tant que chef de famille, constitue, si je ne peux aller pousser le pied un peu plus loin, constitue le maillon principal de la chaîne de la réconciliation. C'est pourquoi tout ce qui va se trouver ou alors sera fait autour de sa personne doit interpeller tout un chacun en Côte d'Ivoire, sur le continent et dans le monde entier, surtout au niveau de la politique française et européenne. Voilà qui est clair, la portée est éminemment grande. Lamine Cissé aussi, 10 ans après son départ, dans des conditions qu'on sait, embastillé quelque part dans le pays, puis envoyé à la haie pour défendre son honneur. Aujourd'hui, la justice, le droit a été dit. Laurent Gbagbo libre de revenir en Côte d'Ivoire et il sera accueilli avec les honneurs dus à son rang d'ancien chef d'État. Oui, ça, nous l'attendions. Honnêtement, nous l'attendions peut-être avec beaucoup d'impatience, d'autant plus que Laurent Gbagbo, c'est un monument de la lutte en tant qu'opposant depuis Houphouët-Boigny. Il a fait 10 ans chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, je crois que, comme il l'a dit, ma sœur, il dit que c'est un maillon essentiel de la réconciliation nationale. Et je crois que c'est cela, il faut utiliser ce retour-là. Il faut l'utiliser, pas pour réveiller les démons, mais pour apaiser les cœurs afin d'aller vers la réconciliation. Voilà, apaiser les cœurs, on semble visiblement dans cette, je dirais, dans cette ambiance-là. On a vu Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, fidèle donc au président Laurent Gbagbo, faire une communication officielle, rassurer tout le monde déjà du retour de Laurent Gbagbo. Nous allons
pourquoi pas suivre un court extrait de cette sortie d'Assoadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien. C'était donc une sortie pour rassurer tout le monde et pourquoi pas remercier aussi le président Alassane Ouattara qui a visiblement mis la main à la pâte pour que ce retour se fasse dans les règles de l'art. Nous allons suivre un court extrait de la sortie de Assoadou. Aujourd'hui, je confirme solennellement que le président Laurent Gbagbo arrivera à Abidjan le jeudi 17 juin 2021 par vol régulier venant de Bruxelles à 15h45 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Vous avez appris l'autre jour que Téhéni a été attaqué. Donc la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en danger de déstabilisation par les djihadistes. Si nous ne nous entendons pas et que quelqu'un va manifester dans la rue, moi je suis victime, alors nous allons tous nous perdre. C'est pourquoi le Front populaire ivoirien s'est engagé résolument dans la voie de la réconciliation. Madeleine Kondo, le Front populaire ivoirien dit s'engager résolument dans la voie de la réconciliation. Qu'est-ce que cela représente pour tous ceux-là qui se sentent, je dirais, sympathisants du Front populaire ivoirien ou du combat de l'ancien président Laurent Gbagbo? Effectivement, c'est l'idée et puis c'est aussi le projet, pour ne pas dire l'aboutissement de tout ce que nous avons engagé comme lutte depuis, je dirais, plus de 10 ans. Et si aujourd'hui le Front populaire ivoirien reconnaît ou alors appelle tout le monde à la réconciliation, à l'union surtout, moi, en tant que femme, en tant que mère et en tant que fille de la Côte d'Ivoire, je ne suis que ravie. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de réconciliation sur des braises. Vous ne pouvez pas parler de réconciliation dans la discorde. Vous ne pouvez pas parler de réconciliation dans la méfiance. Or, tous ces trois éléments-là, c'est ce qui a entaché la vie politique et socio-culturelle des Ivoiriens jusqu'à ce jour. Réussir à réunir tous les Ivoiriens, réussir à persuader, sinon à dissuader ceux qui voudraient engager un autre discours, ce serait comme si on a échoué dans cette lutte. Or, nous avons beaucoup d'acquis, nous avons avancé, nous avons eu à obtenir beaucoup de choses dans cette lutte-là. C'est pourquoi je rejoins M. Assoadou et je répète, je lance un appel aux Ivoiriens. Nous ne pouvons pas construire ou reconstruire notre nation sur la méfiance, la roublardise ou alors sur des tensions. Appeler les gens à la paix, appeler les gens à l'apaisement, c'est tout ce que nous avons de plus cher à acquérir pour pouvoir conduire l'accueil, un accueil digne des rangs de celui qui arrive, qui revient dans son pays, et aussi surtout la commémoration, pour ne pas dire, je ne veux pas qu'on dise que je lance un peu plus tôt ou un peu trop vite mais mon troupeau, mais je pense et je crois que c'est ce que nous devons tous faire. Nous avons tous été choqués, nous avons tous été blessés, nous avons tous fait du mal, mais nous ne pouvons pas sévir dans cet esprit-là si vraiment notre seul et unique but est la Côte d'Ivoire, notre patrie. Comment nous devons racoler les morceaux, comment nous devons nous accepter malgré les différences et les choix que par moment certains n'ont pas compris les positions des uns et des autres, mais qui aujourd'hui, compte tenu de la situation, compte tenu de l'urgence de l'heure, nous devons apaiser nos cœurs, nous devons ouvrir nos cœurs, nous devons accepter les différences qui nous caractérisent. Voilà qui est dit, qui est clair et qui est profond comme message. Lamine Cissé, le président Alassane Ouattara a longtemps essuyé
beaucoup de critiques. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, à travers peut-être cette décision-là, le fait de faciliter, on va le dire ainsi, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, est-ce que le président Alassane Ouattara est enfin en train de prendre la mesure du chantier de la réconciliation? Beaucoup l'ont accusé d'avoir fait longtemps du saupoudrage. Est-ce que enfin l'homme d'État est de retour? Vous n'en êtes pas forcément un admirateur officiel. Vous trouvez qu'il est bon pour son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il a fait plus, selon vous, pour pacifier les Ivoiriens? Bon, moi, je crois que ce que les gens ne comprennent pas, le président Ouattara et le président Laurent Gbagbo, il y a longtemps qu'ils parlent. Ils n'ont pas rompu le dialogue. Parce que, vous vous souvenez, le message du président Gbagbo qui a invité le pays à aller aux élections législatives. Tout à fait. C'est pas anodin. C'est parce que tout simplement, il y a un processus qui est enclenché. Je crois que de sa position, le président Ouattara n'a pas de choix. De sa position, le président Laurent Gbagbo n'a pas de choix. Parce que c'est la configuration réelle de nos partis politiques en Afrique. C'est un homme. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. C'est ce qui gère nos partis politiques. Si Alassane n'est pas au RDR, qui va être là? Si Laurent Gbagbo n'est pas là, qui va être là? Mais en plus de cela, il y a un fait qui marque comme de l'encre indélébile, c'est les victimes. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu trop de dissensions, il y a trop jusqu'à présent, que ce soit du camp de Gbagbo, que ce soit du camp de Ouattara, il y a eu trop de victimes. Donc tout cela, étant donné que les maillons essentiels de cette réconciliation, comme il l'a dit, de l'autre côté, FPI, c'est Gbagbo, de l'autre côté, avec Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara. Si les deux hommes se parlent, et qu'on Bédié aussi est important dans le dispositif. Si les trois se réconcilient, je crois que les camps de confrontation qui caractérisent ces trois personnalités-là vont essayer de s'apaiser et la tension va baisser et nous allons aller vers une véritable réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit le secrétaire général dans son discours que j'ai beaucoup apprécié, le contexte aujourd'hui ne s'y prête pas. Le contexte est un concept d'insécurité. Vous savez, le Sahel, le Burkina Faso, etc. Tout à fait. Il y a des djihadistes. Il y a des gens qui veulent déstabiliser totalement la Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit sur ce plateau-là, j'ai dit, si à l'intérieur du pays, il y a une division sociopolitique, c'est que c'est un terreau fertile pour l'introduction et l'installation définitive du djihadiste. Donc il ne faut pas donner cette chance-là. C'est le discours-là que le responsable du FPI a tenu, que je salue vraiment. Et moi, je suis optimiste. Je crois que les gens vont aller résolument vers la réconciliation. Mais maintenant, comment le faire? C'est là le chantier. C'est la classe politique qui doivent, n'est-ce pas, donner du gage. Donner du gage. Moi, si j'étais Alassane Ouattara, j'allais même accueillir le président Laurent Gbagbo. Aller au pavillon présidentiel à l'aéroport. Pour l'accueillir. Ou bien de l'aéroport le recevoir au palais. Directement au palais. Franchement. Alors, Madeleine Kondo, le président Ouattara semble visiblement marquer des points. Est-ce que vous êtes déjà d'accord que le président Ouattara fait un peu plus pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire? Je voudrais accepter sa franchise. Seulement voilà. Nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons sur des principes d'expérience. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est à partir de ce que nous avons vécu avant, qui nous aide à comprendre ce qui va arriver dans ce que nous vivons. Si nous prenons le cas du président Laurent Gbagbo, il a posé des actes, il a fait aussi ses erreurs parce que c'est un être humain. Si nous prenons le cas du président Bédié, lui aussi n'a pas été parfait. C'est un être humain. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et tout le monde, effectivement, tout le monde commet des erreurs. Je vais prendre, par exemple, le cas de M. Alassane Dramane Ouattara. Quand je dis que nous devons partir des principes, c'est-à-dire du vécu, de notre expérience, je voudrais que tout le monde, tous ceux qui sont passés par la Côte d'Ivoire, ou alors tous les Ivoiriens, depuis le 11
2011, où M. Ouattara a prêté serment jusqu'à ce jour, si on fait l'état des lieux, je dirais que là où il n'a pas respecté la parole donnée, sa parole donnée, parce que pour que les plus proches collaborateurs de M. Ouattara le quittent ou alors prennent des distances vis-à-vis de lui, c'est compte tenu du fait qu'il y a ce manque de respect de la parole donnée. Parce que nous sommes tous unanimes. Les gens ont avancé tellement de choses. Et ce sont des choses que vous pouvez vérifier. Quand il s'agit, par exemple, de dire quelque chose et faire autre chose, il y a des vidéos de M. Ouattara où il a dit certaines choses, il a dit le contraire. Il y a des vidéos. On a tous. Moi, j'ai un fichier qui est grand comme ça. Je peux même écrire un livre avec les commentaires que je vais faire dessus. C'est ça. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens, même s'ils entendent M. Ouattara parler, ils ne savent pas ce qu'ils doivent prendre dans son discours. Parce qu'il a dit, le président Laurent Gbagbo est libre de rentrer. On a vu, bien avant même le verdict final définitif de la Cour de la CPI, on a vu ce qu'il a dit. Il a dit le président Laurent Gbagbo peut rentrer. Et on a vu les avocats qu'il a envoyés là-bas pour aller ne serait-ce que contrecarrer le processus même du tribunal, les décisions. On a vu aussi l'argent qu'il a avancé. Les partisans de M. Ouattara trouvent que ce sont des histoires, alors que les avocats sont là. Alors, il avait même dit qu'il n'a jamais rencontré Ocampo. Les gens ont produit des photos où il était avec Ocampo. Il a dit qu'il n'a jamais rencontré Kone Zakaria. Il était en boubou, ce que les musulmans, généralement, les femmes appellent le bakakene, c'est-à-dire le bleu ciel. Il était dans ce boubou basin et il était avec M. Kone Zakaria. Ça, c'est deux faits que je présente. On en a plusieurs. Même au niveau de son administration, on va respecter ceci, on va appliquer cela. Et il n'a jamais accepté cela. Donc aujourd'hui, même si il envoie des gens, même aujourd'hui, si M. Ouattara fait une déclaration qu'il sera à l'aéroport pour accueillir le président Laurent Gbagbo, vous allez attendre de voir d'abord. Tant que je ne l'ai pas vu là-bas, pour moi, ce n'est pas évident. Voilà. Pas crédible, votre avis est clair, Madeleine Kondo, on vous aura compris. Vous attendez que le chef de l'État ivoirien prenne des actes, vous voulez des preuves plutôt que des paroles et des assurances. On a bon droit d'estimer qu'on a plutôt envie de voir un chef d'État africain sous nos tropiques à l'œuvre plutôt que de faire des promesses, Lamine Cissé. C'est une pression supplémentaire qu'elle est en train de faire, c'est très bien. En termes de communication, mais je dirais tout simplement que normalement, le président Gbagbo est sous la justice en Côte d'Ivoire. Mais ils ont mis ça de côté pour la réconciliation. C'est-à-dire que si la volonté n'y est pas, on peut dire, attention, il vient, mais il a été condamné pour ça et ça et ça. Mais on a fait fi à tout cela parce que la Côte d'Ivoire est plus importante que tout ça là. Parce que moi j'ai dit, là où le pays bascule, il faut mettre les lois de côté. Les lois qui divisent, il faut les mettre de côté. La loi ne doit être là que pour donner la paix et l'évolution aux populations. S'il y a des lois qui répriment, qui amènent, n'est-ce pas, des conflits, qui ne rendent pas la stabilité sociale dans un pays, c'est des lois qu'il faut mettre de côté. Parce que les personnes sont au-dessus des lois. Donc c'est pourquoi moi je dis, cette réconciliation-là, moi je sais que les autorités, que ce soit du camp de l'opposition ou de la voie, ils sont obligés, c'est une obligation. Parce que c'est le contexte qui ne s'y prête même pas. Les Ivoiriens, les populations ont soif de cette paix-là. Cette paix-là, je dis, c'est ce qui l'incarne aujourd'hui, c'est les trois hommes, Bédié, Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Alors, donc, je crois que il faut donner du crédit, il faut avoir confiance, d'autant plus que, vous savez, le discours du secrétaire, du responsable de FPI, là, son discours a été très clair. Lui, déjà, dans sa tête, il évolue vers, comment dirais-je,
Je crois que le fait que les chefs d'État ne respectent pas les paroles, quand on veut revenir sur la gouvernance de Laurent Gbagbo, je crois que Laurent Gbagbo a été... il serait classé premier à ne pas respecter sa parole. Il a participé à quelle conférence, il revient à Abidjan et déchire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le contexte là. Il ne faut pas amener ça dans le contexte aujourd'hui où la réconciliation, elle doit être nationale. C'est-à-dire que c'est un facteur de développement. Tout le monde doit s'impliquer. Voilà, c'est un facteur de développement. C'est-à-dire que ça n'arrange personne qu'on n'aille pas vers la réconciliation en Côte d'Ivoire. Même nous qui sommes en Afrique, les citoyens de l'Afrique de l'Ouest, nous avons des problèmes s'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire, parce que ça n'épargnera personne du tout. Donc je crois que il faut aller de l'avant, il faut donner du crédit, il faut pousser, il faut les amener. Bon, c'est pourquoi je félicite la pression que Madeleine Kondo a mis sur Alassane Ouattara. C'est une pression pour moi, c'est pour dire à Alassane Ouattara, je veux te voir à l'œuvre. Et ça va, n'est-ce pas? Mais il est obligé d'aller à l'œuvre. Voilà. Alors, Madeleine Kondo, il y a un personnage qui n'est pas forcément associé actuellement à ce retour-là, c'est le président Henri Konan Bédié. On sait qu'il a beaucoup fait, notamment lorsque l'opposition s'était réunie pour faire un certain nombre d'exigences lors des dernières joutes électorales. Est-ce que, selon vous, le président Henri Konan Bédié devrait, je vais le dire, rester calme chez lui et attendre que le président Gbagbo rentre avant de le voir? Selon vous, quel format doit prendre cette réconciliation-là entre ces trois hommes forts que beaucoup accusent d'être rien que les trois à l'origine de tous les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus ces 15-20 dernières années? Vous me faites rire. Ah bon? Je vous donne ce sourire très sincère ce matin. Et très beau aussi. En tant que quelqu'un qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous pouvez dire. Mais sinon, de par mes informateurs, de par mon réseau et de par mes consultations auprès de mes conseillers et ceux qui travaillent avec moi, je vous dirais que le président Henri Konan Bédié joue un très grand rôle en ce moment. Et ça, vous pouvez avoir cette assurance-là. Parce que, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez eu écho de ça, M. Alassane Dramane Ouattara a envoyé M. Patrick Achi aller rencontrer le président Henri Konan Bédié. Oui. Vous pensez que c'est quoi? C'est un gros morceau, c'est une très grande mission. Et nous savons comment cette mission-là a été conduite et sur quoi elle a abouti. Donc, on vous dit qu'il n'est pas en reste et il constitue même, je dirais, l'un des maillons principaux. L'un des maillons principaux de la situation. Très bien. À cela, je vais ajouter que j'ai fait des communications concernant le président Laurent Gbagbo, mes 2 dernières vidéos concernant le président Laurent Gbagbo, et j'ai mis en exergue le travail que le président Henri Konan Bédié est en train d'abattre dans l'ombre. Seulement actuellement parce que le président Henri Konan Bédié, c'est un ancien président. Il est président du PDCI, mais c'est un ancien chef d'État, un ancien président de la Côte d'Ivoire. Et actuellement, compte tenu de ce qui se passe au niveau de la réconciliation, les 2 personnes qui, je dirais, constituent véritablement le point d'achoppement, c'est le président Laurent Gbagbo et M. Alassane Dramane Ouattara. C'est pourquoi les gens ont l'impression que le président Henri Konan Bédié est en retrait. Mais sinon, il constitue même la pièce même au niveau de l'organisation, de la réception du président Laurent Gbagbo. Je vous dirai le travail que ce monsieur-là est en train de faire dans l'ombre. Seulement, il se met en retrait. C'est pourquoi, peut-être que ce n'est pas une injure que je vous fais, peut-être que le fait que vous n'ayez pas vécu ou bien vous ne soyez pas vraiment en Côte d'Ivoire... Ah non, je vous pose. Madeleine Kondo, je vous... Mais sinon... Madeleine Kondo. Henri Konan Bédié, on l'a surnommé le Sphinx. Pourquoi? Par ses actes. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop, il ne parle pas beaucoup. Mais dès qu'il ouvre la bouche, il dit quelque chose, c'est comme quelque chose, ça vous pique. Parce qu'il va droit, il touche même le point de la situation. Sinon, il est là et il travaille dans l'ombre. Et moi, je lui dis merci, surtout pour son âge, pour cette attitude de sagesse qu'il a adoptée. Mais pas sagesse pour sagesse. Sagesse dans la vérité, dans la sincérité et aussi dans la compréhension
du contexte politique et socio-culturel que nous vivons en ce moment. Voilà, je savais qu'il était impliqué. Je vous posais la question pour vous permettre d'expliquer à quel point il est. Et aussi, j'avais posé une deuxième question à laquelle vous n'avez pas répondu. Je vais vous la reposer encore. Quelle forme doit prendre, je dirais, cette alliance entre les trois chefs d'État, Henri Konan Bédié d'un côté, Alassane Dramane Ouattara de l'autre, et Laurent Gbagbo d'un côté? Quelle forme la réconciliation doit prendre? Parce que, quoi qu'on veuille, ces trois chefs d'État-là sont ceux-là qui sont accusés, à tort ou à raison, d'être ou d'avoir, on va dire, alimenté un peu toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues depuis toujours. Selon vous, quelle forme doit prendre cette réconciliation-là entre les trois hommes d'État? Moi, je pense que c'est une forme dans le contexte du respect mutuel. C'est une forme dans le contexte de la franchise. Parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus au stade d'appeler quelqu'un à rejoindre un mouvement. Or, c'est pourquoi je vous dis que je voudrais voir M. Alassane à l'action, dans les faits même, pour prouver sa sincérité et pour nous prouver que nous pouvons compter sur tout ce qui va sortir comme mot de sa bouche. Parce que à ce stade-là, il ne s'agit pas de regroupement politique. C'est ce que M. Alassane Dramane Ouattara, ses partisans et son administration doivent comprendre. Vous êtes censé savoir qu'il a envoyé M. Patrick Achi. Mais pourquoi à ce stade, avec tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont contracté des maladies à partir des agissements ou alors des traitements dans leur milieu carcéral, pourquoi à ce jour, on va encore envoyer M. Patrick Achi auprès du président Bédié pour lui demander de rejoindre le RHDP? Nous ne sommes plus à ce stade. Il s'agit pour ces trois-là de prendre comme vision et de privilégier la Côte d'Ivoire, les intérêts des enfants de la Côte d'Ivoire, la survie, pour ne pas dire la renaissance de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas pourquoi M. Ouattara veut à tout prix cette affaire du RHDP et associer le président Henri Konan Bédié. On a dépassé ce stade-là. Il n'a qu'à accepter le fait que le RHDP a affaibli là. Il n'a qu'à regarder cette réalité et on va avancer. C'est pourquoi je parlais de franchise. Regardons plutôt l'avenir de la patrie. Regardons plutôt l'avenir des citoyens ivoiriens. Repartir sur des choses qui se sont... Vous savez, depuis quand M. Henri Konan Bédié et le PDCI sont partis du RHDP, ça fait quand même des années. Ça fait au moins plus d'1 an. Pourquoi vous voulez à tout prix reconstituer cette affaire-là? Vous avez vous-même dans votre sein perdu des gens. Je veux parler des gens comme M. Soro Guillaume, qui est quand même un homme influent dans cette affaire du RHDP, qui est parti. Vous cherchez à le ramener. Vous avez échoué. Et vous cherchez maintenant, vous avez mis des gens à ses trousses. Aujourd'hui, vous voulez à tout prix que le PDCI revienne au sein du RHDP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Ouattara ne pose pas des actes dans le souci de l'apaisement et de la réconciliation. Parce que vous êtes censé savoir que quand vous demandez quelque chose que vous n'avez pas obtenu, vous n'êtes pas content. Alors si au moment où on parle de la réconciliation, M. Ouattara cherche à obtenir des choses qu'il n'arrive pas à obtenir, cette colère-là, vous pensez que ça peut nous faire avancer? Vous pensez que cette colère-là de nature à apaiser les cœurs, à rassurer les Ivoiriens et à les conforter dans leurs soucis et cet engouement, pour ne pas dire cette grande envie de réconciliation? C'est là le problème. Oui, votre question est importante. Il faut dissocier l'agenda politique de l'agenda de la réconciliation. Lamine Cissé, c'est un appel qu'il faut entendre aussi. Mais non, ça n'a même pas de rapport. Parce qu'en fait, chaque parti aimerait élargir sa base. Ça, c'est tout à fait normal quand même. Je crois que ça n'a pas... Ça participe de l'action politique. Même le FPI, quand ils vont s'installer, ils vont essayer d'élargir leur base. Tout à fait. C'est tout à fait normal. Konan Bédié aussi cherche à élargir sa base. C'est tout à fait normal. Si Alassane Ouattara, s'il pouvait faire, il allait amener Konan Bédié et Gbagbo même dans son parti. C'est ce qui n'est pas possible, mais s'il pouvait, il allait le faire. Ça, c'est pas un problème. Moi, quand tu as posé la question sur l'alliance, moi, je dis l'alliance doit se tourner autour de la gouvernance politique actuellement.
ils doivent s'entendre dans une concertation. En quels axes? Non, ils doivent permanemment se concerter, les trois là, pour donner cap à une gouvernance politique apaisée. Vous savez, l'espace politique, c'est la gouvernance qui amène des problèmes, qui est le terreau des conflits. Quand vous avez, par exemple, dans le pays des lois électoraux, ou etc., qui sont des lois d'exclusion ou des lois qui favorisent d'autres et ne favorisent... C'est là le terreau de tous les conflits. Mais si la gouvernance politique, elle est apaisée, elle est consensuelle, c'est sur cela qu'ils doivent travailler pour les échéances futures. Parce qu'en fait, pour ne pas tomber dans... Maintenant, ce que ma sœur n'a pas dit, moi je voudrais lui dire que PDCI, FPI, RADSP, mais pour moi c'est pas des partis qui sont solides, c'est des partis qui sont fragiles. C'est des partis qui sont... En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de parti solide pour le moment. Le parti qui s'incarne à travers un seul homme, qui n'a que sa survie à travers un homme, n'est pas un parti politique où le militantisme est avéré. Prenons le FPI. Depuis que Laurent Gbagbo a quitté les Lavara, le FPI n'a pas fonctionné. Est-ce que le fonctionnement normal d'un parti doit dépendre d'un homme? Ça doit dépendre d'une vision programmatique qui est incarnée par les militants. C'est ce qu'on appelle le militantisme. Alors, donc, normalement, si Gbagbo n'est pas là, son second doit pouvoir donner le quitus pour que le parti puisse vivre comme si lui, il n'est pas là. Mais tant qu'il n'est pas là, le FPI ne fonctionne pas. Tant que Konam Bégué, PDCI est mort, tant que Alassane Ouattara et RADSP, on dit qui va être là, mais ce n'est pas des partis solides. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas des partis qui ont un avenir. Les leaders là ont un travail de fond à faire aujourd'hui. Leur âge, ils doivent essayer de créer la relève. Une alternative, pas une alternance, une alternative au sein de leur propre parti politique, pour que ces partis vivent. Sinon, les partis là iront vers des éclatements très sérieux. Quand les leaders là ne seront pas à la tête, ils vont aller vers des éclatements très sérieux. Parce que le parti ne doit pas s'identifier à un homme, mais à une idéologie. Mais ces partis-là ne s'identifient pas à une idéologie. Ils s'identifient à un homme, des regroupements autour d'un intérêt, autour d'un homme. C'est ça le drame de notre parti politique en Afrique. Donc moi, qu'on élargisse la base ou ne élargisse pas la base, moi, c'est pas ça qui est fondamentalement pour moi. Aujourd'hui, ce qui est fondamentalement pour moi est que ces acteurs politiques-là comprennent qu'à partir de leur erreur, ils doivent permettre à cette génération montante d'avoir une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire qui n'est pas rancunière, une Côte d'Ivoire qui oublie, qui avance, qui pardonne. Et ce pardon-là doit être basé sur des éléments solides. Le premier élément, puisque nous sommes dans l'échiquier politique, Alassane Ouattara doit permettre un dialogue permanent entre lui et les... Il a la chance d'avoir deux anciens chefs d'État. C'est à lui d'ouvrir les vannes pour que ces anciens chefs d'État soient impliqués dans la gouvernance politique. Je ne dis pas dans la gouvernance économique, il faut les concerter sur la gouvernance économique. Mais dans la gouvernance politique, qui est un facteur d'apaisement dans un pays, il doit créer le consensus autour de cela. Alors, Madeleine Kondo, par rapport à la relève dans les partis politiques, est-ce que vous avez l'impression que la Côte d'Ivoire a avancé? Beaucoup ont estimé, par exemple, que lors des dernières élections, on aurait dû voir des candidats plus jeunes compétir, ne plus avoir la personne physique donc de Henri Konan Bédié, candidat du PDCI, de Alassane Ouattara, candidat du RHDP, de Laurent Gbagbo, candidat du FPI. On sait qu'il y a donc un regroupement EDS notamment qui a déposé la candidature de l'ancien président, candidature rejetée. Est-ce que selon vous, les grands partis, les grands blocs politiques en Côte d'Ivoire sont en train de travailler à la relève? Écoutez, je vais revenir sur quelque chose que j'avais avancé au cours d'une de mes communications, où j'ai dit, nous sommes tous unanimes. Les gens, vous entendez les gens dire, et ça c'est un discours qui revient très souvent dans les communications, dans les discussions, si je peux ainsi me répéter, les gens trouvent que ils regardent quelqu'un et puis ils disent, mais les vieux là, mais ceux-là, ils doivent chercher plutôt à rajeunir l'équipe, pour ne pas dire le tissu politique, et ceci, cela. J'ai toujours dit, même si vous avez 25 ans et que vous pensez France-Afrique, vous êtes
dépassé. Vous pouvez avoir 60 ans et avoir les idées en place. Quand je dis les idées en place, c'est-à-dire la conception, celle que nous réclamons quand on fait allusion aux jeunes. Vous pouvez avoir cette conception-là et ça va passer parce que dans ce que vous faites, c'est l'Ivoirien que vous mettez devant. C'est la Côte d'Ivoire que vous mettez devant. Mais dès lors que jeune, vous avez des idées archaïques. Je vais vous citer le cas d'un jeune qui est très influent dans son parti politique. Et j'étais beaucoup en communication, mais j'ai été tellement déçu. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je partage des informations avec lui, mais j'ai refusé d'engager le dialogue tel que je l'avais fait au départ, parce que j'ai été un peu déçu. Voici quelqu'un, il peut parler de sa lettre de nomination et que les jeunes ont dit, il a travaillé avec les jeunes, que le président a dit qu'il allait le nommer. Et il n'a pas été nommé. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, oui, je n'ai pas été nommé, je m'en fous. Les gens là vont prendre la ville, ils vont prendre tous les postes. Moi, je m'en vais à Abidjan, je m'en fous, je préfère même que cela prête. Je lui ai dit, non, ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas nommé à ce poste que vous ne pouvez pas servir non seulement votre parti et la Côte d'Ivoire. Vous pouvez servir à un autre poste. Vous avez vu, et c'est un gars qui n'a même pas 50 ans, hein? Je crois qu'il a 48 ans, 42, 48 ans. Par rapport au président Bédié, je dirais que c'est un gars qui est très jeune. Il peut même être son petit-fils. Mais si vous allez à la politique avec ce genre d'idées, c'est dire que vous-même, ceux qui nous comptons en tant que jeunes, nous faisons des erreurs en comptant sur vous. Parce que vous êtes partis avec vous, comme on a l'habitude de le dire, vos calculs personnels et vos calculs égoïstes. Parce que vous ne pouvez pas dire, comme on ne m'a pas nommé, je laisse l'autre parti envahir ma circonscription. Donc, ça veut dire que tout le travail, même les réunions que vous avez eu à faire tard dans la nuit, c'est parce que vous attendiez. Vous attendiez qu'on vous nomme. Et c'est ce que nous devons arrêter. Nous devons cesser. Voilà, on vous aura compris. C'est donc l'appel au militantisme, Lamine Cissé, et à la formation politique. C'est ce que je suis en train de lui dire. C'est qu'il répète, moi, ce n'est pas l'âge dont je parle. Je dis le parti ne doit pas s'accrocher à un homme. Non. Le parti doit s'accrocher à une vision programmatique, à un projet. Vos propos se rejoignent. Oui, se rejoignent. Mais c'est-à-dire que non, je voudrais aussi qu'ils comprennent que je n'ai rien contre la vieillesse. C'est l'esprit, la vision qui compte. Nous avons le président Wade, il est illuminé, c'est quelqu'un qui a fait la promotion des jeunes, etc. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est que c'est le fonctionnement de nos partis. Nos partis sont sur des bases qui ne sont pas solides. La base qui n'est pas solide, le parti qui s'accroche à un homme, tant que l'homme n'est pas là, le parti n'avance pas, n'est pas un parti pour moi. C'est parce qu'il n'y a pas de militantisme. Le militantisme ne peut pas être un homme. L'homme peut incarner, n'est-ce pas, le leadership de ce militantisme-là, mais les militants doivent être là. Si l'homme n'est pas là, un autre homme peut le remplacer pour faire le travail très valablement, parce que ce qui les lie, c'est la vision, c'est pas l'homme. Mais nous avons les hommes providentiels qui, bon, Gbagbo a mené son combat d'une haute lutte. Ok, les gens avec qui ils se sont battus, ils sont là, ils sont âgés maintenant. Mais est-ce que cette jeunesse FPI-là est dans cette dynamique? Non, c'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas vu cette dynamique-là. D'autant plus que quand Laurent Gbagbo est parti, Afin Guessan, les autres, il y a un problème de combat, de leadership qui s'est posé. Tout à fait. Et regardez les scores qu'ils font aux élections. C'est pas ça. C'est-à-dire que Gbagbo ne soit pas là où il soit là, le parti devait être un parti fort. D'autant plus que le parti s'est adossé sur une vision, sur un programme, pas sur un nom. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je dis, j'ai une inquiétude par rapport à ça. Parce que le travail de ces leaders-là aujourd'hui, c'est ça. Hein? S'ils ne le font pas aujourd'hui, le FPI, RHDP, etc., ça va tomber. Ça va tomber. C'est d'autres personnes qui viendront avec d'autres offres programmatiques. Donc, il est temps pour eux aujourd'hui de ne pas penser je dois être président de la République ou bien non. Aujourd'hui, c'est d'aller vers la réconciliation et de créer des alternatives au niveau de leur parti pour que vraiment ces patrimoines-là, parce que le FPI est un patrimoine ivoirien qu'il ne faut pas laisser tomber, le PDCI également.
Le RDR est un patrimoine ivoirien. Quand il est RADHP, ça symbolise la vision de Houphouët-Boigny également. Ce sont des patrimoines qu'il ne faut jamais laisser tomber, mais ce n'est pas un homme qui doit pouvoir bâtir les socles de ce patrimoine, mais ce sont les militants qui doivent le faire. Donc le militantisme est très important dans le dispositif. Alors, Madeleine Kondo, la question des formations politiques se pose aussi en Côte d'Ivoire, où on sait que, par exemple, beaucoup de candidats indépendants ont fait des scores très sérieux lors des dernières élections. Il faut peut-être le rappeler, les candidats indépendants ont aujourd'hui le vent en poupe en Côte d'Ivoire. On a vu des gens démissionner de partis, aller tout seuls, mobiliser la base et réussir à gagner des postes, aussi bien à l'Assemblée que dans les mairies. C'est la preuve que les formations politiques telles que entendues de par le passé sont peut-être en train de perdre le pas sur la volonté donc des électeurs. Effectivement, c'est ce que mon co-débatteur a avancé tout à l'heure, M. Lamine Cissé, pour dire que les gens, comme je l'avais évoqué partiellement, les gens ne choisissent pas des candidats à partir de leurs valeurs intrinsèques. C'est-à-dire, quelqu'un décide d'être le maire d'une région, qu'est-ce qu'il fait avant même de poser son nom ou alors d'apposer sa signature sur un fichier électoral comme quoi il veut être candidat à la même. Qu'est-ce qu'il a eu à faire dans la région? Comment vous le connaissez? C'est-à-dire comment il se comporte? Mais on le fait, et ça c'est de façon générale en Afrique. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas assez d'années de cette nouvelle démocratie, c'est-à-dire de la démocratie occidentale qu'on nous a envoyée. Mais sinon, on se retrouve dans des situations où on choisit quelqu'un parce que c'est le fils d'un tel. Son père a été l'un des fondateurs, donc on le prend. Même le plus idiot, quand il a ce privilège, pour ne pas dire il a ce caractère-là, on le choisit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouvez que vous voyez et puis vous observez aussi que tous ceux qui se sont déclarés indépendants ont fait de bons scores. Parce que, comme on le dit en Afrique, c'est des gens, dans les milieux estudiantins, ils sont bons. C'est des gens qui sont bons. Seulement parce qu'ils ne sont pas issus de familles connues, ils n'ont pas ces grands noms de famille de Côte d'Ivoire, on ne veut pas les choisir. Ou alors on veut faire plaisir à quelqu'un qui a été l'un des fondateurs, comme on le dit, les barons du PDC, ou alors les barons du FPI. Sinon, même quand vous parlez de la formation politique, c'est-à-dire du militantisme, et ça, c'est quelque chose que j'ai déploré plusieurs fois et j'ai dénoncé plusieurs fois, au niveau du FPI. Monsieur Lamine Cissé, Monsieur Touano, comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui est 40e ou bien 30e ou bien 60e ou bien quoi vice-président dans un parti peut contester l'autorité d'un membre fondateur? Et même, il ne le conteste pas simplement parce qu'il y a des erreurs ou alors la personne a avancé quelque chose d'erroné. Il le fait parce qu'il est dans une position figée, supportant quelqu'un d'autre qui est opposé à l'idée même que cette personne-là avance, qui est même une bonne idée, que tout le monde reconnaît, et il tourne en rond. C'est pour dire quoi? Vous arrivez dans un parti, le respect des tests, le respect du règlement intérieur, le respect des organes. Sinon, vous arrivez dans un parti, il y a une hiérarchie. Il y a des choses qui sont établies. Le parti fonctionne comme ça. Et vous arrivez, vous trouvez que vous pouvez en faire à votre tête. Ce sont des choses qui sont déplorables. Et c'est pourquoi, pour le moment, tant que les partis politiques de Côte d'Ivoire vont fonctionner comme ça sera, et je souhaite d'ailleurs solennellement que ce soit la promotion des indépendants. Parce que quand ils sont sous le poids du parti, on leur impose des choses. Quelquefois même on tord le cou au règlement intérieur du parti, au statut du parti pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ce qui s'est passé. Regardez, quand vous prenez la région de, je ne sais pas si c'est Bangolo ou bien quoi, la discorde entre le FPI et le COGEP a été tellement farouche que ça laissait le lit à la victoire du RHDP. Alors que celui qui était censé
conduire cette liste-là au niveau d'une des circonscriptions de Bangolo était très bien parti. Seulement, ce n'est pas celui-là que ceux du FPI voulaient. Et donc, celui qu'eux, ils ont voulu choisir, qui n'a pas marché, et le monsieur du projet aussi a trouvé qu'il ne peut pas se laisser faire. Donc, leur discorde a donné la victoire au RHDP. Et ça, c'est des choses qui sont très fréquentes. C'est pourquoi je rejoins M. Lamine quand il dit que nos partis politiques sont trop fragiles. C'est-à-dire, les gens ont la peau tellement fine, ils ne voient pas l'intérêt du parti. Ils voient plutôt leur propre intérêt. J'avais même souligné une fois, en passant, quand il s'agit de la crise au FPI, j'ai dit, si M. Afi estime, ça c'était au temps de Feu Sangaré et M. Afi avait les Sangaristes et il y avait les affidés, où les gens étaient en train de se plaindre, oui, mais c'est comme ça, Afi est radié, Afi est ceci. J'ai dit, mais vous avez radié quelqu'un et jusqu'aujourd'hui, il fait partie de vos discussions. Pourquoi ne pas le ramener et rester sur votre position de il est radié et tout ce qu'il fait là-bas, ça ne fait que vous éclabousser. Et à côté de ça aussi, j'ai dit, moi, M. Afi, j'aurais été à sa place par amour pour le parti pour lequel j'ai fait la prison, j'ai subi toutes ces atrocités. À partir du moment où M. Laurent Gbagbo m'a confié le parti et que je vois, j'ai pris la métaphore de l'église, on me confie les clés de la paroisse. Il se trouve que les fidèles préfèrent être sous la pluie, dans le vent, sous le soleil, et il n'y a personne dans le temple pour prier avec moi. Je préfère que tous les fidèles soient à l'abri, que nous commémorons à l'église tous ensemble, que de rester là à dire que c'est moi qui suis l'officiel. Pour moi, ce n'est pas montrer l'amour qu'on a pour un parti. Parce que si on fait comme ça, ça veut dire qu'on se dit qu'on peut partir un jour, on peut disparaître un jour, mais le parti doit demeurer. Le parti doit demeurer. Donc, je ne peux pas dire que ça doit être moi, ça doit tourner autour de moi et ça doit être pour ce que je dis. Je rejoins M. Lamine et c'est ce qu'on observe. C'est ce que nous constatons dans les partis. Les gens pensent que s'ils ne sont pas là, il n'y a rien qui peut se faire. Donc, c'est eux qui doivent commencer, c'est eux qui doivent terminer. Non. On a créé des partis. Même les fondateurs du FPI, il y a combien qui sont vivants aujourd'hui? Il n'y a que 3, ils étaient 5, il y a 2 qui sont partis. On prend le PDCI. Presque tous sont partis. Tous ceux qui étaient aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, presque tous ne sont plus de ce monde. Au niveau du RDR, le RDR, M. Denis Kobena est parti. Il y a plein d'autres encore qui ont mouillé maillot, comme les Ivoiriens disent, qui ne sont pas là. Mais pourquoi on doit se dire que si ce n'est pas moi le parti, non, il faut que ce soit forcément moi. On doit apprendre à accepter qu'un jour on ne sera pas de ce monde. La Côte d'Ivoire doit exister, demeurer et continuer de vivre. Les Ivoiriens aussi, il y aura toujours d'autres générations. Voilà qui est clair, Lamine Cissé. Oui, bon, moi je crois que merci beaucoup parce que c'est une analyse lumineuse, hein, c'est lié au problème auquel nous vivons. Vous savez, la gouvernance des partis influe sur la gouvernance de l'État. La manière dont vous gouvernez votre parti, quand vous parvenez à être président de la République, c'est comme ça que vous gouvernez les hommes aussi. Si vous dirigez votre parti, vous serez un mauvais président. Non, c'est-à-dire que si vous dirigez votre parti dans la dictature, montez en haut, vous serez dictateur. Quand vous dirigez votre carrière dans la démocratie, c'est ce qui se reflète dans la gouvernance des hommes à l'appareil d'État. C'est aussi simple. Donc, la gouvernance étatique, on l'apprend à partir de la gouvernance du parti. Et le parti est le reflet de la vision programmatique du leader et du parti lui-même. Donc, quand on va au pouvoir, les militants peuvent distinguer est-ce que notre leader est en train de... Si vous ne faites pas, les leaders sont libres de dire, Monsieur le Président, c'est pas ça que nous avons dit. Mais il faut créer ces militants-là qui... Sous le tropique, quand on conteste la volonté du chef de l'État, on va souvent en prison. Oui, parce qu'en fait, moi, c'est comme ça que j'ai été formé. Moi, dans mon parti, jusqu'à présent, le chef, le secrétaire général, il ne peut pas faire n'importe quoi. On lui dit, nous ne sommes pas d'accord et on argumente. C'est ce dont on nous a appris depuis l'âge de 17 ans. Donc, c'est comme ça. Il faut pas que le parti soit l'émanation, c'est-à-dire que c'est ça, la propriété privée d'une personne qui est l'alpha et l'oméga. S'il monte au pouvoir, il devient l'alpha et l'oméga également. Donc, l'apprentissage de la gouvernance, c'est le parti qui doit influer. Parce que le rôle fondamental des partis, c'est éveiller les consciences, éduquer les gens, informer les gens
et les amener à comprendre qu'est-ce que c'est que la gouvernance. C'est ça, effectivement, le rôle fondamental des partis. Les partis ont échoué à ce niveau-là. C'est pourquoi, quand je vois en Afrique de l'Ouest, d'une manière globale, les conflits qui se font autour de la gouvernance, je dis c'est les partis qui sont les reflets de tout cela. Et je préférais d'ailleurs avoir un parti unique qui sait que bon, la direction c'est au sens unique. Quand je monte au pouvoir, c'est au sens unique parce que c'est ça. Mais quand vous appelez pour la démocratie, il faut permettre aux militants qui vous ont accompagné, n'est-ce pas, d'avoir la latitude de vous dire vous êtes trompé. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Tu n'oses pas dire à ton chef qu'il s'est trompé, même s'il s'est trompé. Quand tu viens sur le plateau de télévision où tu prends un mytho, tu vas vers la communication hors média, c'est-à-dire que ta bouche va transformer cette situation-là en vérité, mais tu n'es pas sincère même avec le peuple. Donc la sincérité même avec son peuple, c'est de pouvoir dire à son leader, tu t'es trompé, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça qu'il faut instaurer. Voilà qui est clair. Madeleine Kondo, nous allons parler aussi de la question sécuritaire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne trahit aucun secret en disant que le terrorisme est en train de frapper aux portes de la Côte d'Ivoire. Est-ce que, selon vous, les autorités sont en train de réfléchir à la situation? On a vu l'érection d'un nouveau centre antiterroriste inauguré il y a cela seulement quelques jours à Abidjan. Selon vous, on est en train de réfléchir un peu à la situation? Je ne crois pas, absolument pas, parce que nous sommes dans un contexte où il ne s'agit pas de créer un centre pour former des gens pour combattre le terrorisme. Il s'agit de respect strict de la loi. Il s'agit plutôt d'appliquer et de respecter les lois dont nous nous sommes dotés et les lois qui existent déjà. Vous allez former des gens pour lutter contre le terrorisme. S'il n'y a pas de justice, celui que vous avez pris, qui a enfreint à la loi et qui ressort après, on s'en va où? Eux-mêmes qui ont financé la construction de ce centre-là, on a vu Charlie, on a vu les attentats à Carrefour, on a vu des attentats un peu partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Vous allez me dire que parce qu'on a inauguré un centre, ça veut dire que les autorités sont soucieuses de la lutte contre le terrorisme. C'est des histoires. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Construire un centre n'a rien à voir avec l'application et le respect de nos lois dont nous nous sommes dotés. Vous voyez tout ce qui se passe au niveau de la corruption. Ce phénomène microbe, pourquoi M. Ouattara et son administration ne s'asseyent pas pour dire qu'il faut mettre fin à ça? Parce que c'est financé par lui-même, sa femme, et ça a été confié à Feu Ahmed Bakayoko qui n'est plus de ce monde. Écoutez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue non seulement la plaque tournante de la drogue, elle a fait le lit à toutes sortes de terrorisme, de banditisme dans la sous-région. Et c'est ce qui est déplorable. Construire encore un autre centre pendant qu'on a des fumoirs. Regardez les enfants. Des enfants en âge d'aller à l'école qui se retrouvent dans la rue. Ils ne rentrent pas à la maison. Les parents s'en vont les rechercher. On les retrouve dans des fumoirs. Comme les Ivoiriens disent, ils sont tapés par la drogue. Ils ne tiennent même pas sur les pieds. Où est-ce qu'on va? Construire un centre. Pour moi, ce n'est que... Je ne sais pas. Il n'y a rien. C'est de la comédie. De la comédie. Les lois que nous avons, les corps habillés, la justice, si le président décide de ne pas s'inféoder, de ne pas influencer les décisions de justice et que la justice est appliquée correctement, celui qui déconne, il sait très bien combien de temps il va passer en prison. Et celui qui est innocent, il sait qu'il va demeurer innocent et donc il va remporter son procès. Regardez, monsieur, comment vous pouvez jeter quelqu'un en prison depuis 2019? Il n'a jamais été devant un juge d'instruction. Il fait des démarches. Et de surcroît, il n'est même pas ivoirien. Il a été accusé, jeté en prison. Il approche sa communauté. Les gens font des démarches et le juge leur dit, compte tenu du fait qu'il n'a pas de dossier proprement dit, même s'il reste là 10 ans, il ne sera jamais appelé en instruction. En tout cas, trouver quelque chose pour moi, je vais le faire sortir. Mais j'ai eu mal au cœur. Quand ce monsieur m'a appelé, il me parlait.
Je pleurais, mais j'ai tout fait pour ne pas qu'il sache que je suis... Parce qu'il est en prison. Moi qui suis dehors, si je pleure, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que femme, en tant que citoyenne de ce pays et du continent, comment, dans quel état d'esprit je vais laisser ce monsieur-là? Parce qu'en m'appelant, il s'est dit qu'il y a une lueur d'espoir. Et moi, j'éclate en sanglots. Vous savez ce qu'il peut faire de son corps ou bien de sa vie après notre conversation? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de chefs d'État qui vont s'inféoder à la justice, qui vont influencer les décisions de justice. Il s'agit des hommes de droit, des hommes de loi qui ont été à l'école, qui ont prêté serment et qui vont dire le droit correctement. Nous n'avons pas besoin d'une école pour former des terroristes, ou alors pour former des gens pour lutter contre le terrorisme. Voilà. On n'en a pas besoin. Voilà. Il s'agit des lois et de les respecter. Voilà. L'appel est clair, Lamine Cissé. Oui, mais vous savez, je crois que c'est vrai, quand j'ai vu c'est la France qui aide à construire ça en Côte d'Ivoire, je me suis dit, mais est-ce que cette France-là même n'est pas le facteur de la création du terrorisme dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest? Parce que c'est un paradoxe, quoi. C'est du n'importe quoi. C'est pas sérieux. Vous savez, c'est que moi, l'appel que j'ai toujours lancé à nos gouvernants, nos chefs d'État, ce sont nos chefs d'État qui sont les principaux facteurs de la création du terrorisme. Parce que le terrorisme est d'abord créé sur le plan national. Le premier terrorisme, c'est la faim, la malnutrition, la corruption, le bradage de ressources minières et halieutiques. C'est le premier terrorisme. Ce sont les chefs d'État qui le créent dans notre propre pays et créent des tensions vives. Donc le peuple est en lutte perpétuelle contre le terrorisme de l'économie et le terrorisme de la faim. Si en plus cela, il y a n'est-ce pas, ce conflit politique, social dans nos pays, le terrorisme s'installe et ça s'installe durement. Et le néocolonialisme, l'impérialisme international n'a besoin que de cela pour s'installer. Donc c'est un problème géopolitique. C'est un problème de gouvernance géopolitique et de gouvernance économique qui s'oppose. Et la France a la main dans cela. Donc, c'est nous qui devons déployer nos forces pour lutter efficacement contre le terrorisme. Voilà. Madeleine Kondo, votre mot de fin? Ça a été un plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Et si j'ai un appel à lancer, je vais adresser mes mots à la population ivoirienne. Je les appelle au calme. Je demande à ce que tous les fils et toutes les filles de Côte d'Ivoire ne versent pas dans la provocation. Et si je peux demander à M. Ouattara, à un moment donné, aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. S'il pense que c'est lui qui doit décider du sort de la Côte d'Ivoire, je lui lance un appel pour lui dire il y a trop de communication, il y a trop d'interventions et il y a trop de vidéos et autres qui ont été faites autour des actes de M. Isiaka Diaby. Aujourd'hui, les gens trouvent que c'est un Malien. Il était président de l'association des Maliens à Bobo. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Je demande plutôt à M. Ouattara de faire mains et pieds et parler à M. Isiaka Diaby. Parce que si le 17, vraiment M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo doit atterrir en Côte d'Ivoire et que M. Isiaka Diaby estime qu'ils doivent l'en empêcher, cela veut dire que le 17, là, la Côte d'Ivoire disparaît pour de bon, ou alors elle se recrée, elle renaît de ses cendres. La Côte d'Ivoire va renaître de ses cendres. Madeleine Kondo, on vous aura compris, Madeleine Kondo. Merci beaucoup. Vous êtes panafricaniste, présidente fondatrice de l'ONG AUHR. La Côte d'Ivoire va renaître de ses cendres le 17. Tout va bien se passer. Le président Alassane Ouattara a donné des gages. Il entend les exécuter pour que la paix et la stabilité reviennent et que la cohésion sociale revienne dans le cœur de tous les Ivoiriens. Vous êtes Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Il était donc question de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de votre émission.